Bonsoir, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 5 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. La saison régulière des Lakers vient de se terminer, mais débouche de manière assez inespérée sur une qualification en play-off. Avant de revenir sur cette nouvelle, laissez-moi vous présenter ceux que j'accompagnerai ce soir. Ils sont en direct de l'étranger, puisque les Lakers France exportent à l'étranger. Nas, comment ça va Nas? Salut Clem, salut à tous. Bah ça va nickel. Ça fait longtemps qu'on s'était pas eu tous ensemble pour un petit podcast. Toujours content d'être là depuis la Tunisie en l'occurrence. Adrien n'ayant pas pu être là ce soir, ce sera notre Marseillais qui prend sa place. Matt, comment ça va Matt? Yes, ça va, nickel, en direct de la maison mère à LA. Et voilà, très excité par tout ce qui s'est passé depuis quelques mois qu'on ne s'est pas eu. On va y revenir, on t'a vu dernièrement, t'étais au play-in, le match de play-in contre les Ouais, Wolves. T'es redescendu exact. depuis ou Ouais, je suis redescendu. Il faut vite redescendre quand même. Faut calmer ses ardeurs. Mais c'était vraiment une soirée magnifique. Il y avait une superbe ambiance. Et puis, même si c'était un match laborieux, en tout cas, niveau tension dans le public, c'était vraiment excitant à vivre, quoi. Messieurs, on avait reçu Matt lors d'un podcast de pré-saison, imprégné de Mhm. doutes, qui ne pourront qu'être constatés à mi-saison, puisque les Lakers, au bout de 56 matchs, squattaient les tréfonds de la conférence Ouest avec un bilan de 25 victoires pour 31 défaites, notamment après le dernier match face aux Bucks. Un début Mhm. difficile, notamment offensivement, des blessures en pagaille, avec AD qui nous quitte après une série de matchs MVP-esque. Et finalement, un peu d'espoir puisque Rob Pelinka a décidé de tout faire exploser. Mhm. Il a changé la destinée d'une saison qui partait vers une terrible descente vers les enfers et peut-être un top pick pour nos amis des Pelicans. Avec une superbe trade deadline. Je vous propose juste de revenir sur ce passage puisque ça a finalement coupé cette saison en deux avec un deuxième Mhm. visage, tout du moins un visage de la deuxième partie assez intéressant, surprenant et qui vaut à l'optimisme. Nas, est-ce qu'on revient chronologiquement sur les différents deals? Ouais, carrément. On peut les passer en revue rapido, juste histoire de faire un petit état des lieux. Ouais. Je te laisse démarrer. Alors le premier c'était le recrutement de Rui Hachimura, qui Ouais. est agent libre restreint en fin de saison, échangé contre Kendrick Nunn et 3 seconds tours de draft. Finalement, c'est 2 seconds tours de draft que les Warriors nous avaient, que les Wizards nous avaient donné dans l'échange de Russell Westbrook. Donc on leur Mhm. renvoie avec toute notre amitié. Et c'était le premier deal en amont de la free agency, et puis C'est ça. en amont de la trade deadline, et puis la veille de la trade deadline, Rob Pelinka, comment dire, a expédié Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano Anderson et le premier tour 2027, protégé top 4, Et Patrick Beverley. à direction Salt Lake City d'abord dans un premier deal, Ah oui, pardon. contre un second tour 2024, un second tour 2024 envoyé à Minnesota et récupère dans l'affaire Jared Vanderbilt, Malik Beasley et D'Angelo Russell. Et tu as raison, Nas, du coup, il s'en est pas arrêté là, puisque le lendemain, Pelinka expédie Thomas Bryant à Denver, Patrick Beverley à Orlando, pour faire place à Mo Bamba, notre superstar, et 2 seconds tours de draft des Clippers récupérés dans l'affaire. Ouais. Résultat, un effectif plus jeune, plus adroit à l'extérieur, et ce qui s'ensuit, Nas, c'est que Bah, un visage totalement différent en fait, finalement, pour ces Lakers. Une équipe qui manquait de talent, on n'a pas arrêté de le dire, que ce soit l'année dernière ou même cette saison jusqu'à la deadline. C'était finalement un peu le maître mot, c'était que c'était une équipe qui globalement manquait de talent, pas nécessairement entièrement de la faute de Russell Westbrook, mais plutôt, je dirais, en rapport avec la typologie de son contrat, qui n'apportait pas une valeur suffisamment élevée pour la place qu'il prenait en fait finalement dans le cap space des Lakers, et le fait finalement d'avoir pu l'échanger contre plusieurs joueurs, en l'occurrence D'Angelo Russell, Malik Beasley et Vanderbilt. Tout de suite tu varies la densité de ton effectif. On est passé d'un effectif qui avait un 5 de départ quelconque et un banc assez pauvre à une équipe qui finalement a un 5 de départ plutôt costaud et une profondeur de banc plutôt pas mal, je vais pas dire excellente, mais plutôt pas mal. Et puis finalement, voilà, c'est tout. Un ajout de talent et tout de suite un visage retrouvé des Lakers qui ont enchaîné plusieurs bons matchs. Il y en a eu des moins bons aussi, hein, si tout n'a pas été parfait. Mais on s'en sort avec un bilan post-deadline de 18 victoires pour 9 défaites, si je dis pas de bêtises.
ce qui est quand même pas mal. Match, je sais pas ce que tu as pensé, toi. Est-ce que tu as pu assister à des matchs avant et après la trade Oh deadline? Est-ce oui, qu'il y a une énergie différente dans l'équipe? Qu'est-ce que tu en as pensé complètement. de tout ça? Ouais, il y a une énergie complètement différente. C'est vrai qu'on sentait de toute façon qu'il y avait un malaise avec Russell Westbrook. Je pense que ça s'est ressenti aussi lors de l'affrontement contre les Clippers la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, il y a 8-10 jours là. Mhm. Et c'est vrai qu'on sent une équipe libérée, en tout cas déjà dans la vie de groupe au quotidien, parce qu'il n'y a pas cette gêne de se dire, voilà, on sait qu'il y a un gars qui prend une place énorme mais qui ne fit pas du tout avec nos deux superstars. Et c'est vrai que aussi ce qui a été ajouté à cette équipe, c'est de la versatilité défensivement. Voilà. Mhm. En faisant, déjà, je vous rappelle juste le premier game de Rui lorsqu'il arrive, c'est contre les Spurs, je crois, et que la semaine d'après, il y a un match à New York. Et on sent tout de suite son apport. On sent tout de suite son apport, le fait qu'il puisse, pareil, comme un peu un LeBron, switcher sur n'importe quel mec en face et défendre n'importe qui. Ça a vraiment déjà commencé à changer la donne. Et puis après, d'ajouter évidemment quelqu'un comme Vanderbilt qui est aussi offensivement a été un peu au-dessus de ses moyens, j'ai envie de dire, sur les premiers games, mais qui depuis struggle un peu offensivement, mais qui est toujours très intéressant de par son énergie défensive. Justement, le fait de pouvoir switcher avec AD, avec n'importe quel joueur pour l'aspect défensif. Donc non, je pense que la trade deadline, voilà, ça a été pour moi, je pense que Rob Pelinka a fait ce qu'il aurait pu faire de mieux. Je pense que Rob Pelinka n'aurait pas pu faire mieux que ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est une masterclass. Et ça ne m'étonne pas parce que je sais que le Russ Westbrook trade ne l'incombe pas. Donc évidemment, moi j'attendais qu'il bouge plus tôt, mais évidemment, je pense que lui, il était dans la même position que nous tous, fans des Lakers, et il voyait très bien ce qui n'allait pas, mais après, il y a le business et les affaires, et quand est-ce que ça peut se faire, quand est-ce que ça ne peut pas se faire. Mais en tout cas, moi je trouve que voilà, depuis la trade deadline, on a vraiment une équipe déjà plus jeune, plus versatile défensivement, et on l'a vu là au play-in, quoi, que c'est grâce à cette défense maintenant qu'on arrive à gagner des games où on est complètement à l'ouest offensivement. Et ça, c'est très important avec les playoffs qui approchent. Voilà, c'est de pouvoir se reposer sur une défense pour gagner des games. Ouais. C'est juste incroyable, quoi. Mais d'ailleurs, je me permets de rebondir, tu l'as dit, et je pense que Clément allait sans doute vouloir l'évoquer ensuite. Tu parles d'équipes plus jeunes, et effectivement, c'est aussi un second aspect qu'on néglige peut-être un peu aujourd'hui parce qu'on est dans le jus, on vit les matchs les uns après les autres, on avance, on vit des choses plutôt cool. Mais effectivement, Rob redresse aussi un petit peu la barre on va dire à court et moyen terme de la franchise, en amenant des joueurs qui vont avoir des contrats qui ne seront pas des contrats full expirants, des jeunes dont on a les bird rights pour les prolonger, potentiellement des assets demain à échanger dans des trades. Et c'était tout ce qu'on n'avait pas avec le contrat expirant de Russell Westbrook qui nous restait sur les bras sur cette saison. Exact. Donc il y a, il y a C'est pour effectivement ça aussi, ce... c'est une masterclass qu'il a fait pour moi. Entre ce qu'il a ramené Mm. comme joueur, la qualité de ce qu'il a pu trouver avec Russ et Bev, et en même temps de s'assurer un petit futur à court et moyen terme, quoi. Et c'est ce qui était ce qu'on lui reprochait notamment en amont de la saison précédente et cette Ouais. saison aussi, c'est de par la construction de l'effectif, on l'a dit que l'effectif était bancal d'entrée. Enfin, on parlait de Vanderbilt, de l'apport de Vanderbilt en défense, qui remplace poste pour poste Patrick Beverley. Patrick Beverley est un meneur et on le faisait défendre sur des 3 fautes Mm. de matériel pour défendre sur des ailiers un peu plus costauds. Donc la construction du roster était assez bancale et ce que tu disais Nas en effet c'est qu'on lui reprochait aussi d'avoir comment dire laissé partir des assets parce que c'était pas forcément dans des trades avec Russell Westbrook, je pense notamment à Caruso, c'est d'avoir laissé partir des joueurs pour des contrats assez moyens et finalement ces joueurs t'auraient pu les rééchanger plus tard et garder de la valeur finalement. Aujourd'hui on a Austin Reeves et Rui Hachimura qui sont sous contrat et qui sont agents libres mais restreints, donc les Lakers pourront s'aligner sur les offres extérieures si jamais ils n'arrivent pas à convenir d'un contrat et d'un montant avec Reeves et Hachimura. Ils ont les droits pour signer D'Angelo Russell au-dessus du cap.
le point de départ, c'est que cet été-là, l'été qui arrivait, ce qui était vanté par le Rob Pelinka, c'est qu'on avait vachement de cap, donc on avait 35 millions. Avec 4 joueurs sous contrat, donc tu as 35 millions pour refaire un effectif complet et des free agents qui cassent pas vraiment trois pattes à un canard. Aujourd'hui, tu seras au-dessus du cap et tu peux garder l'ensemble des joueurs que tu as actuellement dans l'effectif, recruter quelqu'un avec une tax player et garder ton pick, puisque tu as un pick cet été à la draft, garder ton pick pour pouvoir progresser. Utiliser des joueurs, comme tu l'as dit, peut-être, je pense notamment à Malik Beasley et peut-être Mo Bamba qui ont des contrats flexibles et qui peuvent être soit coupés cet été, soit peut-être échangés à la draft ou après. Finalement, il a relancé la saison des Lakers, Ouais, il a redressé la barre, quoi, en fait. ouais, mais il a surtout assuré un avenir sur les 2 ou 3 prochaines années. Il maintient la fenêtre de tir de LeBron et AD un petit peu plus ouverte que ce qu'elle n'était avant, parce que on était vraiment très très mal embarqués quoi, pour les saisons à venir. Ouais, c'est Juste, clair. C'est clair. juste pour rebondir, on a parlé de la défense et à juste titre parce qu'on est la deuxième, enfin depuis la trade deadline, on est la deuxième défense en termes d'efficacité au defensive rating et on est la 14e attaque sans LeBron. On a perdu LeBron pendant une grosse partie de ce rush et moi c'est surtout l'attaque aussi que j'aimerais souligner puisqu'on a quand même récupéré des joueurs capables de dégainer à l'extérieur et de dégainer en sortie de dribble en fait. Je pense notamment à D'Angelo Russell. Espérons qu'on garde sa version saison régulière et pas celle des playoffs parce que c'était un peu compliqué contre les Wolves. Ouais. Mais C'est du play-in, tu veux dire, je crois. ouais, des play-in pardon contre En fait, moi, les le Wolves. problème que j'ai avec Dilo, c'est plus le fit avec quand il y a Brown, Reeves et Dilo sur le terrain. Je pense que les trois-là ne devraient pas être en même temps sur le terrain. Moi, personnellement, le line-up que je préfère, c'est évidemment, tu mets pas Dilo sur le banc, mais moi, ce que je préfère, le plus équilibré, c'est Schroeder, Reeves, Brown, Hachimura, AD. Pour moi, c'est ce qu'on a de mieux. Parce que tout le monde est capable de scorer, tout le monde peut défendre, peut switcher. On a vu même, j'ai vu Schroeder box out Carl Anthony Towns quand même contre les Grizzlies. Donc, enfin, je trouve qu'en termes d'équipe pour partir à la guerre, je trouve que ces cinq-là, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus versatile pour nous. Disons que ouais, ça se joue entre Dilo et Reeves et je m'explique, c'est qu'on n'a pas, et c'est toujours notre souci, on en parlera peut-être dans la preview face à Memphis, c'est que sur les extérieurs, on est assez limité en termes d'options. Tu as parlé de Reeves, mais Reeves n'est finalement pas au niveau qu'il avait l'année dernière. L'année dernière, alors c'était un autre rôle, on est d'accord, là, maintenant il gère l'attaque, c'est un playmaker secondaire, un scoreur, que ce soit à 3 points ou en sortie de dribble sur pull-up et sur flotteur. Mais en défense, il a tendance finalement, enfin, il est un peu plus en difficulté que l'année dernière. Et notre seul défenseur extérieur, c'est Dennis Schroeder, comme tu l'as dit. Ouais. Et c'est pas un hasard, c'est que ce soit lui qui ait fini le match face aux Wolves. Ouais. Même s'il n'était pas. Dennis Schroeder fait une saison où il tourne à 41% de réussite et 31% à 3 points, quoi. Donc sans être un monstre d'efficacité offensif. Non, mais sa capacité à mettre des lancers francs en fin de match, c'est priceless. Le fait qu'il défende vraiment comme un chien, hein, on peut le dire, Schroeder, il se ménage pas, il compte pas ses efforts. Et c'est vrai que dans le Money Time, il a été super bon cette saison. Dans plein de matchs, il y a beaucoup de choses de fleurs qui peuvent lui revenir. Dans beaucoup de matchs qu'on a gagnés sur la fin comme ça. Ouais, disons qu'il a un point commun avec Caruso, c'est que lui, contrairement aux autres guards des Lakers, a la capacité de ne pas mourir dans l'écran, et de se battre, de passer au-dessus, de passer en dessous, mais de ne pas être pris en porte-à-faux, parce que finalement, Russell reste un défenseur moyen ou moyen plus quand il est loin du ballon. Sur le ballon, il est pas bon. Beasley, il est totalement absent, et Reeves, pas au niveau de l'année dernière, tu vois. Donc finalement, le seul qui est capable de se battre à travers les écrans, ça va être Schroeder, Vanderbilt, mais qui n'est pas un arrière, on est d'accord. Se pose finalement la question aussi de si tu mets Schroeder dans le 5 ou si du moins tu mets Schroeder dans ta line-up qui finit le match. Selon moi, tu ne peux pas mettre Vanderbilt non plus. Puisqu'en termes de shooting. Non, mais moi je te dis, Vanderbilt, je ne le mets pas. Je te dis, moi, mon 5, c'est évidemment, c'est compliqué là, le truc de Dilo, mais moi, mon 5 préféré, c'est Schroeder, Reeves, Hachimura, Brown, AD. Ouais, c'est ça. Si Schroeder est dans le 5, et ce qui s'entend, hein, parce que quand tu vois qu'il fait un match quand il fait le match face aux Wolves, tu peux pas le sortir du 4e quart-temps. Et puis tu sais, sur des équipes comme les Grizzlies, pour défendre Ja Morant
ou si tu tapes les Suns le tour d'après pour aller emmerder Chris Paul, etc., c'est exactement le type de joueur qu'il faut. C'est ça. Mm. Juste, Donc, vas-y, vas-y. j'allais Non, juste vas-y. Non, non, soulever un vas-y, petit vas-y. point quand même, puisqu'on a parlé de ce qu'on avait gagné par rapport au trade, et ce qu'on avait anticipé de perdre, c'était au niveau du playmaking, puisque Russell Ouais, mais Westbrook justement, voilà, je reste, voulais. Ouais. reste Vas-y, pardon. un des meilleurs meneurs pour créer le jeu pour les autres. Et finalement, cette place libre au playmaking, ça laissait la place à l'émergence de Austin Reeves, Tout à fait. qu'on savait bon pour créer, mais peut-être pas à ce niveau-là, quoi, parce que c'est sur la fin de saison, c'est quand même 16 points et demi par match, 5 passes par match. Alors LeBron n'était pas là, on est d'accord, mais Et le frigo le Ah, mais- percentage, c'est-à-dire l'efficacité. Ouais. ouais. Mm, mm. C'est Mm. c'est assez Très peu de effrayant. ballons perdus, très peu de ballons perdus, des très très bonnes lectures en fait. Au-delà même des chiffres, en fait, il a quasiment tout le temps joué juste. Le drive and kick, il est efficace. Il a des fois des fenêtres de tir assez ouvertes, mais il voit qu'il a un de ses mecs qui est encore meilleur que lui à 3 points, qui est ouvert comme D'Lo ou comme Beasley. Il le sert, il est dans l'abnégation, il joue pas pour ses stats et pour ses machins, il y va. Ouais. En fait, bon, on l'avait un petit peu anticipé, Clément, on va pas se mentir, on va pas Ouais. trop jeter des fleurs, mais on l'avait un peu anticipé. On s'était dit que même en perdant Russell Westbrook, on avait quand même bon espoir que cette équipe ne s'effondre pas en matière de playmaking, parce que on avait Austin Reeves qui est capable en fait d'être un vrai floor général en fait en réalité, Ouais. au moins un second floor général. Euh, Ouais, mais sans s'effondrer, sans s'effondrer, personnellement, j'imaginais quand même perdre sur ce domaine-là, parce que tu gagnes ailleurs, tu gagnes en défense, tu gagnes en attaque, tu peux pas gagner partout sur un trade, à part d'entuber les gens. Mais ça a ouvert cette porte à Austin Reeves qui s'engouffre En fait, dedans. oui. Et, En fait, ouais. je pense que on a quand même aussi récupéré D'Angelo Russell, donc il faut pas négliger le Mhm. playmaking. C'est quand même un bon playmaker. C'est pas le niveau de Russell Westbrook, mais c'est quand même un bon playmaker. Et justement, le fait que D'Angelo Russell puisse jouer off-ball, et en fait, c'est ça finalement, ce qui fait la beauté du backcourt D'Lo Reeves, c'est que les deux peuvent créer des plays et les deux peuvent jouer off-ball, en fait. Et ça, c'était une flexibilité qu'on n'avait pas du tout avec Westbrook et Reeves, parce que Westbrook est incapable de jouer off-ball. Par la limitation de son tir à 3 points, Et puisque personne ne le calcule à l'extérieur. voilà, Les ça, défenses adverses exactement. stackent à l'intérieur et ça bloque AD et Brand. C'est ça. Alors que côté D'Angelo Russell, c'est un mec qui a plutôt un bon pourcentage à 3 points en carrière, qui est très bon récemment. C'est un tireur qui est respecté. Ouais. Reeves l'est aussi. Et en fait, voilà, t'as finalement un mélange de ces deux playmakers-là qui en fait, individuellement, sont peut-être pas des aussi bons playmakers que Westbrook, mais qui, mis bout à bout, t'apportent beaucoup de qualité sur ce secteur-là. Ouais, et puis on sait de toute façon qu'en playoff, c'est LeBron qui doit avoir la balle aussi. Donc quoi qu'il arrive, le jeu va se ralentir et ça va ressembler un peu à l'overtime, hein. C'est-à-dire que LeBron va prendre la balle et puis c'est aux autres après de rentrer leur tir à l'extérieur. Ah, ça, je me suis dubitatif, tu vois, ça, on verra. Tu penses, ouais? En fait, alors, oui, effectivement, non, mais il aura sans doute plus la balle, ça, c'est une Puis le jeu va évidence. se ralentir quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Moi, je suis curieux de voir. Ça, je pense on peut d'ailleurs, ça fait peut-être un pont parfait, Clem, si tu veux, pour parler des Grizzlies, justement, de la petite preview. Oui, on peut enchaîner. On peut enchaîner. Il y avait juste le point sur finalement le match contre Minnesota qui était poussif, mais bon. Ouais, oui, on peut revenir dessus rapidement, et puis après, Matt, on parlera Ouais, des enfin. Grizzlies, de LeBron, des playoffs. Yes, et ce match finalement face aux Wolves. Alors moi j'avais regardé et j'avais live tweeté le match aux Wolves, le match contre les Wolves en saison régulière avant la fin. Et donc ces fameux matchs où on a Rudy qui est expulsé, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça? Je me souviens plus. Non, pas contre nous. Non, qui Tu se veux blesse. dire Non, le qui se match blesse. des. Non, qui se Ouais. blesse. Ah non, Et il se puis blesse. Il se ils blesse. sont malades, ils ont tous la grippe ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est ce fameux match où finalement il y avait tout le monde. On se prend une mixtape de Kyle Anderson. De toute façon, lui, je pense que peu importe la franchise dans laquelle tu le mets, c'est un mec qui va toujours vouloir détruire les Lakers. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Effectivement, c'était un match c'était pas un bon match-up pour les Lakers, je trouvais. Je trouvais que c'était pas un bon match-up pour les Lakers parce qu'ils ont finalement de la taille et ils ont ce qu'on a beaucoup de mal à freiner, c'est deux bons extérieurs.
en l'occurrence Edwards et Conley, qui s'est retrouvé une seconde jeunesse et qui est vraiment plutôt bon pour eux. Et voilà, je trouvais que c'était une match-up un peu bizarre pour nous. On a eu beaucoup de mal au premier match de saison régulière contre eux. Il a fallu un espèce de déclic où en deuxième mi-temps, on a créé stop sur stop, attaqué, et finalement gagné, alors que c'était pas gagné du tout. Et ouais, finalement, match de play-in un peu bizarre. On se retrouve face à une équipe des Wolves qui est super diminuée. Pas Gobert pour l'histoire de l'embrouille avec Al Anderson. Pas Mike Daniels qui s'est pété le poignet comme un abruti 2 jours avant en tapant contre un mur. Pas Nazrey qui est quand même un bon joueur pour eux. Ouais. Et en fait, finalement, tu pouvais quand même te poser la question de te dire est-ce que les Lakers vont vraiment essayer d'aborder le match comme il le faut dès le départ, en se disant on est contre une équipe qui sur papier est diminuée, on est meilleur qu'eux, c'est à nous de les torpiller, on va y arriver. Et en fait, pas du tout. Il se passe pas du tout ça. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est aussi un peu traite de jouer une équipe comme ça, soudainement, où tu as des joueurs très importants pour eux qui sont pas là. C'est compliqué. Du coup, leur game plan, il change. Toi, ta défense, tu te dis, ah bon, alors, quel rôle va prendre un Kyle Anderson ou même Prince, hein, qui a été aussi Ouais. très, très bon. Hein. Et du coup, tu te dis, bon, si on focus tout sur Karl Anthony Towns ou non, mais et en fait, je trouve que c'est un peu traître aussi quand même quand tu as des blessures. C'est comme les équipes en fin de saison qui tankent et qui envoient les jeunes. Tu te dis, mais attends, mais je sais même pas les défendre, je sais même pas ce que c'est leur profil et tout. Donc tu te retrouves d'un coup à être surpris par des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et ce que tu as examiné de l'équipe, ça n'a plus du tout à voir avec leur roster en full capacité. Et c'est vrai que Ouais. je trouve ça un peu traître. Après, nous, je trouve que défensivement, on fait un super match. Hein. Le game, bah, de toute façon, il y Alors, a pas. pas Il y un a quoi, super match. ça. On fait une super deuxième, on fait une super, Oui, on va dire, une deuxième mi-temps plus overtime, mais, parce que mais la on, première on est, mi-temps, on elle est, était catastrophique. oui, ils mettent quand même 60 points, je crois, je sais plus quoi, en première temps. Mais parce que aussi, Ouais. parce que à 3 points, ils allumaient quoi. Ils étaient en Mm. feu, Conley était en feu, Prince était en feu, et puis on n'arrivait pas à stopper Karl Anthony Towns. Mais c'est vrai que je trouve que ce match-là était vraiment plus inquiétant offensivement que défensivement, où je trouve vraiment qu'après on a vraiment fait le taf et on a trouvé le bon équilibre Ouais. avec Rui et Schroeder dans le 5. Bah, en fait, on en Ce qui- parlait un peu, je te passe le bâton de parole là, juste après, Clem. Vas-y, On en vas-y, parlait vas-y. justement un peu tous les deux, Clem en privé, euh, par rapport donc à l'avant-dernier match face aux Wolves, pas celui du play, mais celui juste d'avant. On Mmh. s'était dit, à la fin du match, putain, ça, c'est une défense d'une équipe de finale de conférence. Tu te souviens? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on a été capable de reproduire ce stretch-là une deuxième fois contre eux. Et effectivement, moi, Matt, je te rejoins. On a su avoir une défense vraiment de très très haut niveau, avec une intensité de dingue, beaucoup de stops qui étaient créés. 2 fois contre eux. À voir après comment sera possible pour nous de répliquer ces efforts en playoff. Mais Mmh. effectivement, on peut voir le verre à moitié plein en se disant on a réussi à le faire. Ce qui a quand même par contre été un peu inquiétant, c'est la première mi-temps face aux Wolves et l'effort collectif qui a été mis, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Et ça, tu vois, ça aurait pu nous coûter un match en play-in. Et ça, faudrait pas que ça nous coûte beaucoup de matchs en play-off, parce qu'on n'aura pas beaucoup de. Là, on va tomber contre des équipes, on va tomber contre des clients beaucoup plus costauds que les Wolves en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir des réponses avec les line-up, etc. Parce que, enfin, le problème, c'est qu'on n'avait pas un coup, on n'avait pas LeBron, un coup, on n'avait pas D'Lo. Mm. Bon, maintenant, AD est là depuis. Mais je veux dire, c'est un peu compliqué de trouver un peu un équilibre comme ça. Et je pense que ce match ce game-là est assez révélateur des options et comment dire, comment arrêter un peu le saignement, etc. Pour les matchs à venir. Je pense que justement, la solution Rui et Schroeder dans le 5, sachant, en fait, le problème de Vanderbilt, j'aime beaucoup en tant que défenseur, mais c'est que c'est tellement pas une menace offensivement enfin, il est tellement inexistant offensivement que c'est un peu compliqué de se dire, ouais, on a un super défenseur, mais offensivement, il nous sert à que dalle. En tout cas, pas grand-chose. Et là, tu as un mec comme Rui qui est capable aussi qui est versatile, qui peut switcher, qui peut prendre un peu des mecs de toutes les tailles et qui, pour le coup, lui, est beaucoup plus efficace offensivement, qui peut aller au drive au panier, qui peut mettre des mid-range, qui peut shooter à 3 points. Enfin, moi, je trouve que ce match-là contre les Wolves nous a donné quand même pas mal de réponses et a ouvert le champ des possibles
pour Darwin Ham. Ouais, je pense que ça va aussi se jouer selon le match-up en face finalement, puisque Voilà. Vanderbilt enfin si tu veux, les deux sont des ailiers forts, mais Mm. Vanderbilt est plus amené à être un weak stopper, donc défendre sur des ailiers plus Ouais, longilignes. Donc tu fais une série contre, imaginons les Clippers, tu tombes contre les Clippers, Vanderbilt jouera plus de temps parce que tu vas le mettre sur Kawhi ou tu vas ouais, le mettre sur Paul George. ouais. Là où Rui est capable d'encaisser la densité physique proposée par Karl Anthony Towns, et ça me surprendrait Ouais. pas, tu vois, face à Memphis, de voir Rui devoir Sur défendre JJJ? sur Jaren Jackson au périmètre pour permettre à Heidi de patrouiller dans la raquette et de couper toutes les lignes de drive, tu vois. Ouais. Ça va se jouer au match-up. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté de la polyvalence défensive et des Mhm. options. Et là où ça me rassure finalement sur cette fin de match face aux Wolves, c'est que Darvin Ham a su faire des ajustements Ouais, il qui ont a benché fonctionné. Dilo, Ouais, qu'il n'aurait mais pas fait avec un Westbrook. mais surtout d'appuyer sur Rui Hachimura et c'est ce qui s'est passé à un moment donné où Minnesota demandait le switch régulièrement Ouais. et Los Angeles y allait volontiers en laissant Rui défendre sur Karl Anthony Towns. Parfois c'était Reeves, parfois c'était Schroeder, mais Mhm. de donner des balles, enfin de laisser Towns toucher la balle en fin de possession, défendu par Rui Hachimura, c'était pas du tout inquiétant parce que tu avais forcément Anthony Davis qui était à côté, qui défendait sur Ouais. l'ailier fort et qui venait couper les lignes de drive, qui venait occuper tout l'espace dans la raquette. Mais finalement, quand tu vois les tirs pris par Minnesota sur le quatrième quart-temps et sur la prolongation, il y a que des tirs en Non, suspension à on 3 les a points. Il y a éteints. ah On ouais, les a ouais. éteints. Ouais, ouais, L'accès au ouais, c'est cercle a clair. été Mais, totalement bloqué mais quoi. d'ailleurs, ils sont totalement frustrés, Towns. Il y a même certains tirs qu'il prend par dépit. Hein. Il y a Ah franchement ouais. des tirs où il les prend, tu te dis, il a juste envie d'essayer de relancer sa machine, il voit qu'il n'y arrive pas et il sort totalement de son match sur la fin, Ouais, ouais. Towns. Mm. Et Mm. l'une des clés offensives face aux Grizzlies, parce on va pouvoir enchaîner, mais l'une des clés offensives face aux Grizzlies, ça va être cette capacité d'Anthony Davis à sanctionner, puisque il n'y a pas Steven Adams, il n'y a pas Brandon Clark, et vu la forme de jeu de Memphis, ce serait pas, tu vois, déconnant que Memphis applique cette stratégie, avec Jaren Jackson Jr. qui serait pas forcément attribué à Anthony Davis d'office, mais plus positionné, par exemple, sur Vanderbilt, parce que Vanderbilt ne présente pas un danger offensif régulier et récurrent. Donc, Mm. ça va être la capacité d'Anthony Davis à pouvoir rentrer ses mi-distances sur la tête de Xavier Tillman, par exemple, ou de pouvoir finir au cercle malgré la présence de Jaren Jackson. C'est ça qui va pouvoir conditionner un peu la défense de Memphis. Si Memphis est Ouais. obligé de mettre Jaren Jackson Jr. sur le dos d'AD 100% du temps parce qu'il mange son vis-à-vis, ça peut compliquer leur tâche à eux. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Messieurs, est-ce qu'on passe à la prévue de Memphis? Parce qu'on a parlé de nos armes à nous. Ils en ont quelques-unes, Ouais. Ouais. dont Bah, une jolie avec de ils sont la pas deuxième de dynamite dans les conférence, jambes. c'est pour Ouais. rien. Ouais, ouais, Oui, ouais. non, mais quand tu écoutes les gens, les Kings sautent et ils prennent 4-0 contre les Warriors. Nous, on met 4-0 aux Grizzlies, alors que les mecs ont fait une saison régulière formidable. Il y a quand même quelques écueils, selon moi, notamment les blessures, on leur a dit déjà. L'absence Mm. de Brandon Clark et de Steven Adams Ah, c'est une grosse va. perte quand même Ouais, dans la leur secteur. rotation là. Le secteur intérieur est un peu compliqué, d'autant plus que Jaren Jackson Jr. a quand même une réputation, alors c'était un peu plus vrai sur les années précédentes, mais de prendre énormément de fautes et d'être Ouais. rapidement en foul trouble. Mm. Donc Bah, ça aussi, ça c'est va pas un être... gars qui joue beaucoup de minutes en fait cette saison pour ces raisons-là aussi. Hein. Ouais. Ouais, Il alors est, blessé en début de saison, mais c'est vrai que les minutes c'est assez restreint. Alors il s'y parvient à être efficace, mais c'est sûr que s'il est rapidement en problème de faute, ça va commencer à se gratter la tête du côté des Grizzlies. Mm. Après voilà, comme tu le dis, ils ont des armes aussi. Et ils ont des armes auxquelles on n'a pas nécessairement énormément de réponses. Tu vois. Je Oui, pense on peut déjà peut-être parler Déjà, t'as deux d'un élites, garçon, t'as des shooters d'un aussi. Hein. garçon. Ouais, on peut parler d'un garçon déjà en particulier, hein, en poste de Ouais. meneur mais le premier, de oui, leur. hein, effectivement, ça va être Ja Morant. Ja Morant qui est sur un autre niveau, un niveau de d'Heroes Prime, sur l'agressivité Voilà. au Ouais. cercle, sur le C'est clair. toucher, sur la verticalité. Et tu l'as dit, tu as dit Matt, finalement l'option favorite, ça va être de mettre Schroeder sur lui, mais si ça se passe pas comme prévu, je sais pas comment on va. Ouais. Est-ce que Darvin Ham va tenter de mettre un Vanderbilt, par exemple, sur un Ja Morant sur des possessions, c'est de laisser le switch et de le laisser défendre sur deux trois possessions, voir comment ça se passe.
Je pense que ça Ça va va être être. intéressant à voir. Ouais. Il joue pas tout seul. Hein. Ja Morant, s'il peut mettre 40 points, si tu limites tout le monde autour, après, enfin, Mais la c'est un difficulté, choix, c'est de se dire est-ce que tu fais tout pour bloquer Ja Morant ou est-ce que tu bloques tous les mecs autour et tu le laisses un peu s'amuser. Enfin, Il y a pas c'est que à Ja voir. Morant en plus, hein. ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. ça C'est va être pour ça. Desmond Bane, moi, qui me fait encore plus peur. Ouais. C'est que Ouais, Desmond moi, Bane. c'est pour ça les shooters là, en Bane et Kennard, c'est super élite quoi. Ils Mm. ont deux mecs, c'est à plus de 40%. Enfin, c'est des Ah bah machines de guerre. Kennard, Kennard, on est sur le meilleur shooter à 3 points de la ligue actuellement. Bon, De bah toute façon, voilà. ça, Donc Ouais, je ça sais. là, c'est. on est sur de l'élite. Un Dylan Mm. Brooks, il peut prendre feu et t'en mettre 4 d'affilée. Enfin, c'est un peu comme LeBron, Dylan Brooks. C'est-à-dire que tu te dis, bon, c'est pas, sur le papier, c'est pas un super shooter à 3 points, mais c'est quand même une menace parce que s'il commence à prendre feu, c'est un enfer. Mm. Et évidemment, ouais, enfin, ils ont des armes, hein. Et puis, ça va être intéressant de voir comment il s'appelle, Kenneth Lofton, là, comment ils vont Oui. l'utiliser, Alors, leur puisqu'ils intérieur, l'ont, alors ça, c'est pas dit qu'ils l'utilisent, mais ils l'ont, effectivement. ils l'ont promu Ouais, là à avec la les toute fin. blessures. Ouais, Donc, ouais. c'est intéressant de voir comment ils vont l'utiliser. Il sort d'un game à quoi, je crois, 40 points presque, un truc comme Ouais, ça. mais je suis pas sûr qu'en mettant 40 points Oui, sur oui, sur c'est l'équipe, l'équipe B c'est les baby Blazers, je crois, en face, ouais. je sais plus qui. Mais Je suis pas sûr que ça ait justifié une place beaucoup de ouais, minutes ouais. dans la rotation pour un premier round de Après, playoff, voilà, Mm. ils ont Mais quoi oui, là? oui. Ils ont aussi Tyus Jones, hein. Jones Ouais, c'est ce aussi, que j'allais te dire, hein, c'est que Tyus Jones, c'est quand même le calibre d'un sixième homme de l'année. En termes de ouais, propreté, ouais, j'aimerais bien avoir un meneur comme ça en sortie de banc, moi aussi, tu vois, en termes de propreté, Mm. de création pour les autres et de création pour lui. C'est assez. Quand on a joué contre eux, il nous a mis une mixtape effarante à ouais, mi-distance, sur des ouais, flotteurs. Et Oui, en fait, j'allais rebondir sur les guards, on va vas-y, être vas-y. très, très, très limité, quoi. Et c'est Voilà, ouais, finalement c'est ça. là où le match-up est très déséquilibré, c'est parce que Memphis a vraiment une traction arrière impressionnante mm, et un remplaçant de luxe finalement. Sur les autres postes, j'ai pas trop d'inquiétude en termes de match-up pur, si tu veux, d'ailier contre ailier. Tu vois, LeBron se retrouve face à Dylan Brooks, qui est très gentil, mais on n'est pas sur le même niveau de basket. C'est pareil au niveau intérieur. Xavier Tillman et Vanderbilt se valent en termes comment dire, d'énergie, d'efficacité défensive et ce genre de choses. Mais face à Heidi, couplé à Heidi, ça paraît légèrement à l'avantage des Lakers. Moi, Mm. ce qui me fait un petit peu douter, c'est que comment Memphis va s'adapter à la stratégie défensive de Darvin Ham et comment Darvin Ham va s'adapter à ce que va proposer Memphis. Ouais. Darvin Ham a l'habitude de faire des paris, de Mm. laisser des positions de tir ouvertes à des shooters qui sont moins bons. Je Ça, il le fait l'apprécie pour beaucoup, ouais. ça. Ouais, Mm. c'est de l'analytics pure, c'est que les mauvais shooters, il va leur donner des tirs. Donc c'est Mm. arrivé contre Matisse Thybulle. Bon, manque de peau, Matisse Thybulle a fait le match de sa vie à 3 points. Il a fait contre les Wolves. Il a volontairement, il a dit le plan de jeu c'était doubler Anthony Edwards, ne pas le laisser prendre le rythme parce que c'était de lui qu'allait venir la sauce, quoi. On était tous Mm. sur le compte à dire qu'on allait prendre 50 points d'Anthony Edwards sans sourciller. Et là, le pari évident, c'est de laisser Dylan Brooks un peu libre. On l'a déjà vu en saison régulière. Il a eu des positions de tir ouvertes contre les Lakers. Les Lakers le laissaient faire et c'était brique sur brique. Alors effectivement, Mm. comme l'a dit Matt, il y a un jour où ça va tomber dedans et ça va faire mal. Mais je vois les Lakers appuyer sur ça. À l'inverse, je suis pas sûr que les Grizzlies puissent sortir Dylan Brooks puisque Dylan Brooks va être attribué à la défense sur LeBron. Mais comment nous s'adapter à des line-up un petit peu plus petites? C'est-à-dire qu'en termes de shoot, si tu as Kennard sur le terrain avec Desmond Bane et Ja Morant, ben, comment tu fais pour tricher si tu veux? Comment tu fais pour Ouais. laisser Ouais. un attaquant libre puisque tu pourras pas, tu as des shooters dans tous les sens. Mm. C'est là où ça va être intéressant d'un point de vue stratégie, cet affrontement. Et c'est peut-être là où on avait un peu plus d'inquiétude par rapport à Darvin Ham, c'est que lui, niveau playbook, j'ai rien à dire. C'est sans doute grâce à son assistant Chris Gent notamment, mais niveau playbook, il sait utiliser ses joueurs, il sait sélectionner des plays qui fonctionnent. Les Lakers n'ont jamais été aussi efficaces cette saison que sur cette fin de saison parce qu'ils jouent. Ils exécutent quoi. On n'est plus dans Mm. une freelance où les meneurs font ce qu'ils veulent. Et est-ce que Westbrook était bon, hein, si tu veux, dans ça, hein. Il crée pour lui-même une action en isolation, partir sur un pick and roll, mais créer sans qu'il y ait de mouvement autour.
Mais déjà en début de saison, on était meilleur sur des actions exécutées, si tu veux, des actions déjà posées sur papier. Ouais, Et ouais, ouais. ça s'est encore plus vérifié sur cette fin de saison. Bah, Ça, ça, c'est il une grosse maîtrise. différence qu'on avait avec Vogel, du coup. Ouais, c'est Qui ça. Il y était. avait pas. En fait, il y avait comment dire, des plays qui étaient joués, mais c'était concentré sur le porteur de balle et un ou deux écrans, et les autres joueurs étaient un peu immobiles sur le terrain, donc ils se retrouvaient sur des situations buesques où LeBron prenait des tirs à 9 mètres du panier, où AD était au poste, mais il était forcément doublé parce qu'il n'y avait pas de mouvement autour. Il y avait personne pour couper dans la raquette ou faire des écrans à l'opposé. Ça, on maîtrise. Là où on avait un peu plus d'inquiétude et par rapport à Darvin Ham sur le statut de coach rookie, c'est dans la gestion des rotations et dans l'ajustement pendant les matchs où on râlait par moments où il mettait Dennis Schroeder qui était hors de forme et il le mettait pendant 15 minutes, ou Malik Beasley qui mettait pas un pied dans l'autre, il le laissait avec 30 minutes par match, ou peut-être que Rui Hachimura était bon pendant un match mais le match d'après il faisait 7 minutes alors qu'il marque deux paniers, tu vois. T'avais du mal à avoir une logique. Là, sur Ou, ce match des Wolves, ou pas Mobamba, qui est ouais, disponible depuis quelques matchs et qui a pas mis le pied sur le parquet ouais, aussi. alors là, pour le coup, je sais que t'es très fan de Mobamba, mais malheureusement, je crois qu'il s'est blessé au mauvais moment. Mm. Wenyen Gabriel a fait le training camp et je pense qu'il sera favorisé sur cette fin de saison. C'est dommage parce que tu vois, en termes de protection de cercle, Mobamba c'est assez élite, même s'il fait des conneries, on est d'accord. Et en plus, son tir à 3 points permet d'ouvrir le jeu à Dennis Schroeder plus que Wenyen Gabriel. Mais je Ouais, pense que ouais. l'expérience collective va pousser en faveur de Gabriel, quoi. Mm. Mm. Là où je voulais en Ouais, venir, c'est que finalement, cette série va se jouer sur de la stratégie. C'est pas forcément ce qu'on attendait enfin, ce qu'on peut espérer de Darvin Ham sur cette fin de saison. Vous le sentez oui. comment, du coup, cette série? C'est. Mm. Bah, Matt, vas-y, je crois que tu Bah, en brûles fait, d'envie de. moi, non, non, mais je conçois qu'on a des très bons joueurs du côté Grizzlies, mais je pense que ça reste quand même une équipe assez fougueuse et qui, en rentrant un peu trop dans leur trash talk ou un peu trop bomber le torse, je pense que ça peut aussi leur faire défaut face à des briscards comme on a aux Lakers. Et après, de toute façon, un peu j'ai pas trop de doutes sur la défense des Lakers. Moi, l'inconnu, ça va être vraiment les soirées à 3 points, quoi. Parce que en fait, c'est là que ça va se jouer aussi pour nous. C'est que des stops, on va réussir. J'ai confiance en la défense des Lakers, en les ajustements aussi que Ham va faire, et il a montré sur les derniers matchs qu'il n'hésitait pas à bencher des joueurs importants. Mais c'est plus notre capacité à rentrer nos tirs extérieurs, quoi. C'est ça qui va. S'il semble qu'on est froid et qu'on n'en rentre pas un peu comme c'est contre les Wolves, ils vont pouvoir aller un peu plus emmerder Brown et Heidi, et on va se retrouver un peu plus bloqué, machin. Enfin, il faut que tout de suite, dès que le match commence, il faut que Dilo il montre qu'il est en feu, quoi. Ouais. Et je pense que ça a vraiment joué là-dessus. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller gagner un match de playoff s'il y a 3 points, t'es à 28%, quoi. Et eux, ils ne Ah, font alors, pas. mais attends, on n'était pas une très bonne équipe à 3 points l'année de la bubble. Ça nous a pas empêché de piétiner quasiment tout le monde sur les séries. Mais je te rejoins, il y aura forcément, enfin, ça va passer, je pense, par un bon D'Angelo Russell. Ça, c'est Enfin, on avait clair. quand même un KCP en feu, tu vois, enfin, jusqu'à la finale. Oui, On oui, avait quand oui, même un mais tu vois, quand KCP tu en pondères feu. Tu KCP avais sur les le reste Morris qui de. sortaient des matchs, d'un coup, ils rentraient tout. Enfin, il y avait quand même enfin, il y avait quand même aussi. Et, Oui, oui. et puis aussi, Si tu ce que reprends, je mais me si dis, tu c'est que reprends les moyennes. LeBron, il va pas marteler le panier comme il y a 3 ans aussi. Enfin, Mhm. je sais que physiquement, il a joué là 45 minutes, je crois. Euh, c'est impressionnant ce qu'il fait et tout, mais je pense qu'à un moment, il ne tiendra pas des séries de 7 games où il va pouvoir jouer des grosses minutes tout le temps et marteler inside et faire ce qu'il sait le plus faire. Donc, on va avoir besoin aussi d'une vraie adresse à Ouais. 3 points quand même. Moi, effectivement, tu parles de LeBron, tu parlais des inquiétudes, Clem. Bon, je vais pas trop enterrer le King parce que on sait que c'est jamais une bonne idée de le faire, mais Non. effectivement, j'ai quand même un petit point d'interrogation sur LeBron.
J'ai pas l'impression qu'il ait eu suffisamment de rythme depuis sa blessure, Mhm. notamment sur le pull-up et même sur le drive. J'ai l'impression que son shoot est cassé et que, ok, il sort d'une très très grosse soirée à 3 points il y a pas si longtemps, mais que globalement c'est compliqué. Dans la lucidité balle en main, les choix de passe, etc. Euh, Ouais, voilà, il a fait un quatrième carton catastrophique, hein. ouais. Hormis le Je trouve 3 points je clutch trouve qu'il met, qu'il manque de c'est une rythme en fait. catastrophe son Ouais. quatrième. Je trouve qu'en fait, mais c'est pas vraiment un manque de niveau, c'est vraiment un manque de rythme, un manque de répétition avec son équipe. Et Ouais. j'espère qu'on va pas arriver trop juste par rapport à tout ça dans ce premier tour. Parce que, à mon avis, si LeBron est dans un grand LeBron, et si on a le droit à un grand LeBron, honnêtement, je pense on passera ce premier tour. Moi, maintenant, ma question, c'est est-ce qu'on aura le grand LeBron avec ce qu'il nous a montré sur la fin de saison régulière? Je suis un peu angoissé par rapport à tout ça. Moi, je pense qu'on aura un AD qui va répondre présent et qui sera là. Il faut que notre bench il fasse le taf aussi pour lui permettre de se reposer, quoi. C'est-à-dire que si à chaque fois, on voit qu'en 2 minutes, on prend des plus 9, des plus Ouais, 12, mais tu vois, ça, il Matt, va, il il y a va, enfin, aussi. Non, mais il y a ça, c'est clair, mais il y a aussi ça, ça rejoint aussi un souci de rotation qu'évoquait Clément tout à l'heure. Euh, Moi, j'espère aussi, tu vois, puisqu'on parle de stratégie, Clem et Matt, j'espère qu'on n'aura pas de rotation en playoff. J'y crois moyen, mais j'espère qu'on n'aura pas de rotation en playoff avec ni LeBron ni AD sur le parquet. Normalement, non. Darvin Ham doit gérer son effectif et ses rotations de sorte qu'il y ait toujours l'un des deux qui soit toujours en permanence sur le parquet. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais enlever à Frank Vogel. C'est que tu avais tout le temps l'un des deux sur le parquet qui t'apporte du coup une assise offensive indéniable. Mm. Et trop souvent, je trouve qu'on a eu des moments où on a eu des rotations sans l'un ni l'autre et qui du coup laissaient en fait un peu libre à eux-mêmes des joueurs euh, qui, qui, qui doivent moins avoir la gonfle et moins avoir de tickets de tir que les deux autres. Je pense aussi qu'une autre clé de cette série, ça va être notre capacité à sanctionner les prises à deux sur AD. On a quand même vu que les Lakers ont eu, je trouve, sur la fin de la saison, un peu de mal sur cet aspect du jeu. Je trouve que beaucoup trop d'équipes ont trop facilement éteint Anthony Davis. Et je pense pas que ces équipes ont éteint Anthony Davis parce que Anthony Davis était nul. Je pense que ces équipes ont éteint Anthony Davis parce qu'on n'a pas suffisamment bien réagi par rapport à ces prises à deux pour leur dire non, mais les gars, là, vous prenez à deux AD, mais regardez ce qui vous attend si vous prenez à deux AD. En fait, on n'a pas su suffisamment dissuader les équipes adverses de tenter des trappes sur AD et j'espère que on aura plus de réponses à ça face aux Grizzlies. Voilà, j'ai petit monologue, mais voilà quelques clés qui m'ont un peu paru les rotations, le quid du niveau de LeBron et quid de notre capacité à sanctionner les trappes incessants sur AD. Ouais. Et quid de la capacité à D'Angelo Russell de sortir de sa boîte, puisque finalement, ce qu'on disait en playoff pour le moment, c'est pas assez concluant. Mais si tu as un D'Angelo Russell au niveau offensif de sa saison régulière, Oui. ce Oui, qui est il va élite, sanctionner les prises à deux, Ouais. c'est sûr. et Ça c'est clair. Memphis ne peut pas tricher, se permettre de mettre son meilleur défenseur, si tu veux, sur lui, puisque de l'autre côté, tu as Austin Reeves qui est capable de créer son tir et de sanctionner à 3 points et tout. Donc ça va être une capacité aussi à, si LeBron n'est pas à son niveau d'anthologie, ça va être une capacité de cette paire arrière qui débute, donc d'Angelo Russell et Austin Reeves, à pouvoir Mm. assurer la continuité avec cette saison régulière. Mm. Sans la Une paire variable. une paire qui a, disons-le, très très bien marché, à l'exception du Ouais, play-in ouais, finalement, mais c'est une paire qui a quand même très bien fonctionné. Hein. Il faut pas être super pessimiste non plus. On a eu ces deux joueurs qui marchent très très bien ensemble. c'est ça. C'est une question d'ajustement. On a vu que pendant le play-in, l'arbitrage était plus, comment dire, plus permissif et c'est pas négatif parce que on sait qu'en play-off le taux de contact et d'agressivité et de physicalité est différent. C'est un arbitrage de play-off et c'est très bien. Et Reeves a cherché plusieurs coups de sifflet qu'il n'a pas eu. D'Angelo Russell, Mm. on l'a vu très pressé sur sa prise d'appui sur les pull-ups. Il était vraiment en déséquilibre et son shoot. Ouais, vraiment, il prenait des décisions Ouais. assez particulières quoi, sur ses prises de tir. Je sais pas si, je crois que c'est pendant le premier quart-temps, quoi. Il enchaîne 2-3 tirs. C'est des mauvaises décisions parce qu'il est pressé derrière. Il y a un mec en face de lui, il veut shooter par-dessus, tu vois. Donc, est-ce que c'est de l'ajustement et que ça va se réguler sur cette série et ils vont pouvoir hausser le niveau des Lakers parce que le niveau des Lakers, comment dire,
les Lakers sont un bon niveau de base avec Anthony Davis et LeBron, mais la variable d'ajustement, ça va être la variable de ces role-players, comme tu l'as dit, de hausser le niveau, et D'Angelo Russell peut vraiment hausser le niveau des Lakers. Mm. Mm. Tout Bah, dépendra de la même manière, du comme disait Matt, coach, qu'un KCP a énormément haussé le niveau des Lakers l'année de la bubble aussi, hein, typiquement, c'est C'est clair. ça, c'est Mm. ça. Mais tu vois, KCP défend et rentre des 3 points, et il nous a vachement fait du bien. Mais là, on parle d'un mec qui faisait, je sais pas, 17-8 sur la fin de saison, quoi. 17 points, 8 assists, il shootait à 41% à 3 points, il était capable de dégainer en sortie d'écran et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Bon, on en reparlera peut-être sur un podcast de l'été où il faudra choisir entre Kyrie Irving et D'Angelo Russell, mais en termes de troisième option, et je le redis, c'est si on a le D'Angelo Russell de saison régulière qui arrive à traduire son jeu en playoff, même si son efficacité baisse de 3% à 3 points, on s'en moque. S'il sera tellement dangereux et tellement efficace. Donc, Oui, parce que D'Angelo Russell espérons. était pas qu'un bon shooter ou un bon playmaker, c'était aussi un bon finisseur, hein, au cercle. Hein. Il était plutôt adroit. Et Reeves était aussi quelqu'un d'un très très bon finisseur au cercle. Donc en fait, tu as une paire de guards qui peut étirer le parquet et punir à l'intérieur aussi. Non, mais Et faire mal surtout à l'intérieur aussi. Alors les stats datent pas d'aujourd'hui. J'avais travaillé un peu en amont de ce podcast, mais grosso modo, D'Angelo Russell sur les derniers classements, c'était, donc tu l'as dit, 94e. Donc ça veut dire qu'il y a 6% des joueurs NBA qui sont meilleurs que lui pour le playmaking. Seulement 6%. Mm. Shoot au périmètre, 4% des joueurs sont meilleurs que lui. Tu vois, sur pick and roll, 5% des joueurs se sont meilleurs que lui. Sur spot-up, 3% sont meilleurs que lui. Et finition, il y a 11% des joueurs sur tout l'ensemble de la ligue qui ont une meilleure finition que lui, en termes de qualité de shoot, en termes de drive, en termes de fréquence, en termes de difficulté Ouais, du c'est un tir. joueur super, c'est un joueur Donc, vraiment très très efficace. en termes de polyvalence offensive, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, c'est sûr que. Ouais, Mais même. il a un peu les clés hein, de la série là. C'est ça, c'est C'est à lui ça. d'être une menace pour bouleverser un peu toute la défense adverse. On sait que LeBron, même s'il fait une sale première mi-temps, il te redresse tout le temps la barre. LeBron, c'est très rare qu'il finisse en dessous d'une efficacité de 48, 52, 55%. Et LeBron, il sera toujours efficace. Mais un mec comme Dilo, c'est sûr que je pense que c'est lui qui a un peu les clés, quoi. S'il nous sort une belle série, même pas une grosse série, hein, une belle série, Ouais, c'est ça, ouais. il va tout faciliter. Ah bah c'est Ouais, clair. ouais. Mais du coup, Matt, avant de revenir tu parlais du mental des Grizzlies. Et moi, je pense que pour D'Lo, c'est aussi mental côté Lakers. Et on va avoir un facteur de mental côté Lakers aussi. Parce que c'est quand même, avec tout le respect que j'ai pour D'Lo, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a eu un peu de mal en playoff avant cette saison. Je pense plus pour des raisons mentales que pour des raisons de basket. Et j'espère qu'il va pas se reprendre le mur playoff mental d'un coup. Et qui va plutôt rester locked in. J'ai quand même bon espoir parce que j'ai l'impression qu'il adore jouer avec AD et LeBron. Il est très très à l'aise avec les deux. Et puis il est heureux à Los Angeles. Voilà, il est heureux à Los Angeles. Il est bien dans son basket. Donc je suis pas trop inquiet, mais c'est clairement aussi une clé. C'est des choses c'est un peu des parties un peu intangibles finalement, pas trop palpables, mais effectivement. Tu parlais du fait que les Grizzlies peuvent abandonner, seraient susceptibles d'abandonner s'ils se faisaient vraiment rouler dessus parce que mentalement ils ont ce côté un peu méchant, un peu truc. Et une fois que tu pourrais t'imaginer qu'une fois que tu casses cette carapace, tu peux derrière les briser. Et D'Lo, je trouve qu'il est un peu dans ce style-là aussi, tu vois, mentalement, un joueur qui a énormément confiance en lui. Mais qui pourrait potentiellement être brisé aussi, tu vois. Voilà. Là où un AD et là où un LeBron, tu peux aller briser, tu vois. Eux, De ils toute vont façon, être ils là vont vivre l'enfer. Hein. À Memphis, ils vont vivre l'enfer dans la salle. Les gens, déjà, en plus, avec les antécédents, avec ce qui s'est passé avec Shannon Sharp, tout ça, à Los Angeles la dernière fois, enfin, là, je pense qu'on ne pouvait pas démarrer une série de playoffs dans des conditions plus difficiles que celle-là. Ça, c'est sûr que de commencer direct à Memphis avec cette équipe de petits effrontés et dans un public avec un public qui va pousser, mettre la pression monstre sur les Lakers,
ça va être, voilà, là, ça va être un vrai test. Hein. On va voir tout de suite si on a les reins solides ou pas. Hein. Là, de toute façon, Mais, les 2 premiers games, ils vont nous donner tout de suite la température. mais oui, mais après les 2 premiers games, retour au Staples Center, en playoff aussi. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est pas quelque chose Ah oui, non, c'est pas rien. Moi, je l'ai qu'on a pu vécu, le match vivre. des C'est pas quelque chose qu'on a play-in. vécu. L'ambiance des Mm. play-in, c'était quelque chose. Hein. Je veux dire, enfin, on Non, était mais c'est dans le sens debout où, sur je sais pas, le 4e quart-temps, j'ai pas dû m'asseoir une seule fois, quoi. Pareil, l'overtime. Enfin, il y avait vraiment, il y a une vraie énergie, quoi. Et puis je pense qu'il y a une frustration aussi à Los Angeles des fans, c'est de pas avoir pu vivre finalement le titre voilà, de 2020. tout à fait. Et donc, C'est de exactement ce se que j'allais dire, dire. on n'a pas vécu des vrais playoffs avec LeBron James et Anthony Davis pour l'instant. Mm, C'est mm, que mm. et la première, c'était dans la bulle. Les deuxièmes, c'était contre les Suns où AD se blesse et avec, je sais plus, il y avait à peine 20% de capacité de la salle. C'est ça. Et là, maintenant, voilà, il y a cette frustration que moi j'ai aussi hein, en tant que fan des Lakers, de me dire, allez, ça y est, enfin, une série de playoffs avec LeBron James une crypto arena full, quoi. Mm, 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 mm. En tout cas, ça va Messieurs, être excitant. C'est vraiment, je pense que là, on ne pouvait pas voilà, attaquer plus difficilement ces playoffs. messieurs, série excitante comme a dit Matt, il va falloir faire un pronostic. On part sur quoi Yes. Est-ce que notre saison s'arrête au premier tour? Est-ce que les Lakers vont gagner le titre et faire un back-to-back l'année prochaine? Comment ça se passe? Avec qui sont mouillés? Écoute, Allez, allez, vas-y, Matt. Nas, commence, Nas. Ah, Vas-y. je commence? Je commence, Allez, très très bien. Moi, je vois les Lakers gagner en 6 matchs. Voilà. un 4-2. Ouais, je vois un 4-2. Ouais. Ok. Moi, je vois non, moi, je vois en 7, 4-3. 4-3. Ouais, eh ben, j'aurais dit pareil, ouais, 4-3. Si vraiment on veut espérer une victoire des Lakers, parce qu'il y a moyen qu'on se fasse plier quand même rapidement, tu vois. Et ça se trouve, il va y avoir 3-1 au bout de 4 matchs. Ça va Ouais. être compliqué. Mais ouais, 4-3. 4-3, je pense Moi, que je vois ça. 4-3 et je pense que si on passe cet obstacle-là, après, tout est possible pour nous. Je pense Ouais. vraiment que c'est un match-up vraiment bâtard pour nous. Et, Ouais. je pense que, moi, je m'inquiète moins, très sincèrement, des Suns, même des Warriors. Même si les Warriors, ça reste les Warriors, hein, attention, hein, ils vont me faire mal, mais Ouais, moi, franchement, si les Clippers peuvent sortir les Suns, je dis pas non, hein, Ouais. en vue d'une éventuelle finale de conf, tu vois. Mais, Ce que je pense fort probable, hein, de mon côté, je pense vraiment que les Clippers. Ah ouais, là, donc là, tu te mouilles là jusqu'au bout, quoi. Ouais. En fait, moi, je ne crois pas à cette équipe des Suns parce que je pense que CP2 et Booker, défensivement, c'est trop des points faibles et en playoff à ce niveau-là. Ok, offensivement, machin, mais je pense que pour moi, Chris Paul, il est pas meant to be, enfin, je sais pas comment dire, il est pas fait pour gagner un titre. Ok. Ouais, et toi, Clem, petit prono du coup. Ah oui, tu disais en 7? Ouais, match en 7. Ah oui, donc ouais. Non, moi j'ai bon espoir. Moi j'ai bon espoir qu'on en gagne un à Memphis sur les 2 premiers. Ouais. Moi, je le vois gagner le deuxième, le premier comme d'hab. Je pense qu'on est de toute façon, on a une mentalité. On est un peu des gentils. C'est pas une équipe de méchants, les Lakers. Et je pense qu'on va un peu se prendre une petite claque sur le premier match et qu'on va. Le premier, je rappelle que c'est dimanche et 9h heure française, c'est ça? Ouais, c'est à 9h30. C'est midi ici, je crois. Ouais, donc c'est midi. La cote d'une victoire de Memphis à plus 20 avec 50% de shoot à 3 points, elle est quand même assez minime, tu vois. Donc, on est habitué à cette horreur et souvent on fait de la merde, à part quand je joue contre les Mavs. Mais moi, je pense que le premier match, on va se prendre une petite claque. Ils vont être un peu choqués tous. Et les jeunes, surtout autour de Brand, tout ça est dit. Et je pense que ça va se remobiliser en deuxième game. Ok. Bien. Eh ben, c'est pas mal, on a fait un bon petit tour du propriétaire là. C'est ça. Ouais, mais Nas, on peut dire qu'on se retrouve soit après une victoire, et auquel cas il faudra faire une nouvelle preview, soit pour un podcast de fin de saison du coup. Absolument. Ouh là là. Ou alors on attend les finales. Alors, on peut faire ça. Ouais. Hein, même si on passe, on attend, on les laisse tranquillement faire leur chemin.
Non, mais on dit voilà, on tape Memphis, au prochain tour on tape les Kings, et après on fait les Clippers, et puis on finit contre les Celtics. Voilà, ça fait un très joli programme. Ah ouais, moi je vois Ouais. les Warriors au prochain tour, quoi qu'il arrive. Donc, moi je vois le parcours le plus difficile possible, de toute façon. Ça se trouve dans 10 jours on est en vacances, hein, mais bon. Ouais. Ouais, Ça se trouve dans c'est 2 clair. semaines, Ce qui on est serait en pas vacances. déconnant au vu de la Mais saison, tu vois, mais quoi bon, qu'il écoute. arrive, franchement, je pense que au moins on a des raisons, même si on part en vacances dans 2 semaines, de se réjouir quand même de ce qui s'est Ouais, passé ouais. sur les derniers Ouais. mois et de ce qui se profile pour l'été qui arrive. Ouais, mais c'est clair, hein. En fait, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que les gens veulent pas trop l'entendre, mais ce que je comprends aussi, parce qu'il y a l'excitation de revoir LeBron en playoff, etc. Mais on revient de loin quand même. Ouais, Vraiment, on on revient de revient de loin. loin et on a des possibilités cet été. C'est ça, on revient de loin, et je nous vois compétitifs quoi qu'il arrive la saison prochaine. Oui. Maintenant, si on arrive en fait, on arrive un peu tard là en termes de nombre de matchs joués, de blessures, etc. Entre les joueurs, mais si on arrive à sortir quoi que ce soit de positif de ces playoffs, et même si on ne gagne pas le titre, ce qui n'était pas du tout prévu, on avait déjà 0,3% de chance de nous qualifier au bout de 12 matchs de cette Ouais, saison. exactement. Donc là, on y est. Si on arrive à tirer quelque chose de positif de ces playoffs et qu'on arrive à construire par-dessus par rapport à la saison prochaine, on Ouais. aura déjà des bons motifs d'espoir. C'est Moi, ça. je vois pas la défaite contre Memphis sur cette série comme étant la Non. fin du monde. Non. La saison prochaine, je suis sûr qu'on aura un meilleur seed, qu'on aura un meilleur bracket et qu'on pourra l'aborder des playoffs sans doute d'une bien meilleure manière. Cette fois-ci, c'est le bonus. On a une équipe dans laquelle on peut croire aussi. On n'est pas non plus, on n'arrive pas avec, voilà, on arrive quand même avec LeBron et AD. Faut le savoir et faut en être conscient. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on a fait quelque chose de bien et c'est à nous. Là, c'est que du bonus, comme tu disais, Matin. Ouais. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Eh ben, Let's Matt, go Lakers. voilà, c'est parfait. Parfait. Let's go Lakers, tout simplement. Allez, on se quitte sur ça. À bientôt les amis. Yes, à bientôt. Bye. À plus, ciao, ciao.